Je pense personnellement que c'est une fausse solution de sortir. On en parlait hier, Je oui. pense qu'on en parlait hier. Et ça pourrait être toute l'objet d'un autre débat. révolution dans un seul pays serait écrasée par l'ensemble d'abord sabotée, blocus, chaos. Chaos, et puis écrasée même militairement par l'ensemble des autres bourgeoisies, y compris la bourgeoisie française. Donc je pense, moi, qu'il faut plutôt une solidarité, comme c'est un peu en train de se développer entre différents pays européens qui ont les mêmes problèmes, qui affrontent le même ennemi. Et si on va à la bataille en ordre dispersé, chacun dans son pays, moi j'ai l'impression qu'on ne gagnera pas. Mais c'est une discussion qu'on a eue, qu'on aura encore, qu'on va faire. C'est l'idée que le peuple prenne des choses en main. Moi, ça me parle parce que j'ai étudié l'expérience de Chavez au Venezuela, en Amérique latine. Une des toutes premières choses qu'il a faites quand il a été élu, un peu par surprise, parce que les autres s'étaient tellement discrédités par la corruption, la répression aussi très très forte qui était survenue. On avait tué 3000 manifestants qui manifestaient contre la pauvreté, et ça on n'en a pas parlé en Europe. Et donc quand Chavez est arrivé, une des toutes premières choses qu'il a faites, c'est d'instituer une constituante, c'est-à-dire qu'il a organisé dans tout le pays, dans les villes, dans les villages, même chez les Indiens, partout, dans les zones les plus reculées. Des réflexions constituantes. Des comités qui ont réfléchi à un texte de la Constitution. C'est-à-dire que, au lieu, dans le jeu existant, de poser des revendications, ils veulent écrire eux-mêmes les règles du jeu. Et bon, on peut pas dire que le processus a été parfait dans un pays comme le Venezuela, où on sort de siècles de colonialisme et d'exploitation. C'est pas facile de tout, et d'obéissance, et de soumission, et de fatalisme. On peut pas tout changer, mais je crois que ça a été quand même un coup de génie, parce que les gens se sont sentis beaucoup plus investis, et il a accompagné ça par d'autres mesures, c'est-à-dire qu'il avait un appareil d'État extrêmement bureaucratique, même en y injectant des gens nouveaux qui fonctionnaient pas vraiment pour le peuple et qui se remplissaient les poches, hein, il faut être clair. Et donc, il a, à côté de ça, institué par exemple des comités de base dans les communes populaires, ou des comités de quartier, où là vraiment les simples gens étaient représentés et intervenaient sur des questions de quartier d'abord, au niveau local, de drogue, de violence, des égouts, des poubelles, des choses comme ça, et petit à petit se familiariser avec l'idée, tiens, on peut décider nous-mêmes. Et après, ils ont commencé à former des comités qui se regroupaient ensemble pour des questions plus importantes, et ça a été une manière, en plus d'un travail d'éducation, par exemple, distribuer plein de livres gratuits, et je crois qu'il a, comme ça a été une manière de mobiliser. C'est toi qui m'avais expliqué qu'il il a alphabétisé des millions de personnes, 1 million de personnes, oui, 1 million de personnes, de vieux essentiellement. Et en leur apprenant à lire, non pas avec n'importe quel texte, mais avec la Constitution, qui est un petit livre bleu. Et en fait, les premiers mots que les Vénézuéliens apprenaient à lire, à décrypter et à écrire à leur tour, c'était leur Constitution. Je trouve cette idée géniale. Nous devrions apprendre à nos enfants à lire la Constitution et à la corriger, à l'amender, à en penser une autre. Je trouvais ça remarquable. Je crois d'ailleurs qu'au Venezuela, ça joue un rôle important dans le fait que ce peuple tente une expérience de récupérer l'argent du pétrole, l'argent des ressources, et de faire en sorte justement de contrer le gouvernement des riches et du 1% et de donner des médecins, des profs, du boulot à tout le monde. Et il est évidemment soumis à un étranglement, à un blocus, à des agressions des États-Unis sous tous les présidents, ça n'arrête pas. Et malgré tout, il résiste, malgré les pénuries qui sont organisées de l'extérieur, malgré tout, il résiste. Et je crois que c'est grâce à cette idée que Chavez, bon, j'ai eu la chance de le rencontrer, ce qui me frappait, c'est que quand il rencontrait des gens du peuple, tout le temps, il n'était pas seulement à leur dire « faites ceci, faites cela », il était beaucoup plus à écouter. Et même, il sortait un petit carnet, et quand une ménagère, un ouvrier, un jeune lui racontait des trucs, il prenait des petites notes comme ça, et il écoutait, et ça pouvait durer très longtemps. Du coup, d'ailleurs, il arrivait en retard à plein de rendez-vous, parce qu'il se mettait vraiment à l'école de son peuple. Donc, je pense que c'est ça un peu qui a fait qu'il a eu tant d'amour, tant de soutien contre les coups d'État, et en même temps, que même quand il est parti, le peuple continue à résister. Avait pris l'habitude d'instituer... Donc, c'est un peu cette idée... je ne crois pas, moi, que tous les représentants politiques seront forcément tous pourris, etc. Je n'ai pas dit ça, hein, moi. J'ai pas dit qu'ils sont pourris. Mais qu'ils vont nous trahir, quand même. Oui, ça c'est l'histoire. Hein, oui, mais la plupart, quand même. J'ai une petite réticence sur ce fatalisme. Mais je pense que si on a un processus différent entre les représentants et les représentés, et qu'il y a plus de contrôle, qu'il n'y a pas de privilèges,
on peut arriver à avoir aussi des instruments qui représenteront mieux et qui aideront à émanciper. Mais c'est une toute autre discussion. Hein. Vous pouvez constater que c'est très difficile d'arrêter Étienne de son enthousiasme. Donc, je vais essayer quand même d'aborder des points qui sont encore importants. On a 2 questions intéressantes qui viennent. L'histoire des produits de première nécessité. Je crois que l'expérience du Venezuela est intéressante. Chavez, confronté au blocage et aux pénuries des gros commerçants qui importent des biens des États-Unis, les vendent très cher, organisent des pénuries pour faire monter les prix, a mis sur pied des petites supermarchés locaux, ça s'appelle les Mercals, qui vendent les biens de première nécessité, des produits de bonne qualité, à des prix écrasés. Et ça, c'est vraiment un service public. L'idée que les restos du cœur, que les gens dépendent de la charité, ça devrait être remplacé par un service public qui donne une solidarité droit à l'existence. Bien. Je voulais passer à un point que j'ai annoncé au début et que nous devons tenir parce que l'heure avance. Oui. J'ai dit au début que dans les médias, on te présentait comme un monstre proche de l'extrême droite. Or, je viens de t'entendre parler là de plus de démocratie. Donc, de résistance dans mon à la tyrannie. idée, l'extrême droite historique et tout ça n'est pas connu pour développer la démocratie, mais plutôt le culte de l'autorité de l'homme fort. On a, quand on lit dans les médias, tous les jours, ils répètent la même chose, que tu es proche de l'extrême droite, un ami de Soral, etc. Or, tout ce que j'entends, ça me semble le contraire. Comment expliquer qu'on t'accuse de tout ça ? Je crois qu'il suffit de m'écouter pour savoir que ce que je suis en train de penser, c'est un outil de résistance à la tyrannie, à toutes les tyrannies, le fascisme aussi, mais pas seulement le fascisme, toutes les formes de tyrannie. Un peuple devenu constituant ne laisse plus de place aux tyrans. Les tyrans ont besoin de notre acceptation pour nous tyranniser. C'est parce que nous acceptons d'être dominés que nous sommes dominés. C'est parce que nous sommes à genoux qui sont grands. Donc, ce sur quoi je travaille, c'est une émancipation de toutes les formes de tyrannie et de systèmes autoritaires et arbitraires. Donc, c'est évidemment une extravagance de m'associer, de me rendre secrètement complice de partisans de systèmes autoritaires. Il suffit de m'écouter pour penser que c'est une extravagance. Mais, à mon avis, et c'est comme ça que je l'explique, ça va être très difficile pour les représentants d'argumenter contre le référendum d'initiative populaire en toute matière écrit par nous-mêmes. Ça va être très difficile d'argumenter contre la démocratie. Pour les voleurs de pouvoir, là, prendre le sujet de fond, face à face, prendre le problème de front, ça va être très difficile d'argumenter. Alors, il y a un message qui est fort. Il est trop fort. Alors il faut s'en prendre au messager. Donc il faut discréditer le messager. On va étudier toute sa vie dans les moindres détails. C'est long une vie, hein. On va prendre tous les petits détails qui pourraient être gonflés, mis en exergue, déformés, assemblés pour faire une espèce de tissu de mensonge, et on va essayer de le discréditer. Alors là, en l'occurrence, on met en évidence le fait que, à une époque, j'ai mis un lien vers Soral. Moi, j'avais pas vu, je connaissais pas l'ensemble, hein. Je trouvais qu'une partie qui ressemblait à nos bagarres. J'ai mis ce lien. Et puis, mais c'est tout. J'ai mis un lien parmi des dizaines de milliers de liens. J'ai plein de liens sur mon site au fur et à mesure. Je ne connaissais pas très bien. Et je connaissais pas bien Soral. Et puis, au bout il s'est passé quelques années, et finalement, j'ai, dans un billet qui s'appelle « Pour que les choses soient claires », parce que j'ai vu dans un des discours de Soral un truc que je trouvais imbuvable, et j'ai dit, bon, ok, je retire ce lien, je comprends, ok, ça va, c'est toxique, je retire ce lien. J'ai regretté d'ailleurs d'avoir retiré ce lien parce que ça correspond pas à ce que je veux faire. C'est-à-dire que je cherche à construire un monde commun, et pour construire un monde commun, je dois considérer tous les êtres humains comme dignes politiquement. Et s'il y a quelqu'un qui a des idées totalement contraires à ce que je veux faire, et là c'est bien le cas. Il s'agit soyons clairs, mettons les pieds dans le plat. Des idées totalement contraires. Personnellement, j'ai écrit un bouquin sur ce bonhomme, et effectivement, quand on lit très bien ces textes, il défend Hitler, il défend les SS, il défend Mussolini. Oui, j'ai pas entendu tout ça. Il parle pour un pouvoir fort. Il y a des citations très précises que je cite dans mon livre. Et le bouquin est remarquable. Le travail que tu fais, c'est de travail politique qui n'est pas ce que font les gens d'habitude. Les gens disent, lui, il est d'extrême droite, et on est prié de plus en parler. Mais tu vois comme ça. Enfin,
quand on me traite, moi, d'extrême droite, c'est bien que l'étiquetage est foireux, l'étiquetage n'est pas fiable. On met des étiquettes pour refuser de débattre sur le fond, exactement, sur le contenu. Exactement. Alors que toi, quand tu fais le bouquin, tu documentes chacune de tes affirmations et ça devrait normalement être suivi d'un débat. Parce qu'il faut que la personne puisse se défendre. Il suffit, c'est bien d'instruire le procès, mais après ça, il faut que les gens puissent se défendre. C'est ce que je lui ai proposé, d'ailleurs, mais tout à fait. Il n'a pas voulu. Donc, voilà. Mais, ça, c'est de la politique. Accuser quelqu'un d'extrême droite, comme le font les éditorialistes, qui disent de moi que je suis d'extrême droite, qui est une extravagance, sans me permettre de ils me téléphonent pas avant. Ils me salissent sur les journaux sans m'en parler. Et j'ai pas le droit de me défendre. Mais ça, c'est pas du journalisme. Ça, mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils peuvent pas s'en prendre au message. Je pense que... Tu veux dire qu'ils ne veulent pas la démocratie, qu'ils veulent garder un système de privilégiés, évidemment. Et donc, qu'ils sont pas capables, et qu'ils sont pas capables d'argumenter contre le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, écrit par nous-mêmes. Écrit par nous-mêmes, c'est décisif, parce que si c'est eux qui l'écrivent, ils vont vous dire qu'ils sont d'accord. Hein. Vous allez voir, ils ont déjà commencé à dire oui, c'est intéressant, on va le faire, on va l'écrire, mais pas en toutes conditions, pas en toutes circonstances. Ouais, c'est ça. Ils vont vous faire un faux. Donc, à mon avis, ils sont pas capables d'argumenter. Ils sont pas capables de me prendre face à face. Les Apathy, les Barbier, les Couturier, tous ces voleurs de parole, ils sont champions pour te couvrir de boue, disons. Ils sont champions pour te couvrir de boue. Quand t'es pas là, il y en a 2 qui me tiennent et 3 qui cognent, mais ils sont incapables de me prendre face à face. Dans une controverse sur le fond. Et donc, ce qu'ils font, c'est de la calomnie, quoi. Oui, bon, ça, tu dois pas m'expliquer parce que je suis dans le même club et il y a une chose que je constate et sur laquelle les gens doivent réfléchir. Il y a actuellement toutes les personnes... Tu devrais me dire ce que tu fais sur le mot antisémitisme, la définition comme outil contre les... Je vais venir. C'est tout à fait remarquable. Je voulais dire que ceux qui sont des lanceurs d'alerte, comme Julian Assange, comme Étienne, comme d'autres, et je pense que Ruffin, qui a pris la parole pour dire très courageusement, que les Gilets jaunes avaient vraiment... comment dire, que Étienne avait un mérite qu'il fallait reconnaître d'avoir stimulé ce débat et développé ce mouvement pour la revendication et l'émancipation. Je pense qu'il est le prochain sur la liste et que s'il ne s'aligne pas, on va aussi sortir des choses. Et je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous lisent. Quand des torrents de boue et de calomnie, pour employer des mots polis, se déversent comme ça sur un lanceur d'alerte, demandez-vous toujours, mais est-ce que j'ai entendu vraiment la personne accusée? Exactement. Est-ce qu'on m'a donné cette thèse à lire? Est-ce que ceux qui le critiquent accepteraient un débat avec lui ou est-ce qu'ils en ont peur? Et demandez-vous pourquoi, par exemple, Assange, on est en train de l'assassiner tout simplement dans cette ambassade à Londres. Qui est comme une prison. Donc, je crois qu'il faut bien réfléchir. Il y a toute une stratégie que j'ai effectivement analysée dans un texte que les lecteurs d'Investigation ont vu récemment. Il faudra mettre le lien sur l'antisémitisme. Voilà, on va le donner. J'explique comment fonctionne la stratégie de diabolisation de calomnie de tous les lanceurs d'alerte. Alors, un point qui a été utilisé aussi contre toi, bienvenue au club, c'est que tu serais antisémite. En 2 mots. Je suis évidemment pas antisémite, il suffit de m'écouter. Je suis contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui sont des fléaux. Tu as été attaqué par les médias en général. Tu as été attaqué aussi lorsque Ruffin a pris la parole pour te soutenir. Tu as été attaqué aussi par certains dans la France insoumise. Et je voudrais un peu poser la question. La gauche radicale en France, je dis en France parce qu'en Belgique, je pense qu'on a une situation un peu différente qu'il faudrait faire connaître, mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. En France, la gauche radicale par rapport aux Gilets jaunes, comment tu caractérises son attitude et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ça s'améliore? J'ai peur de quelque chose là. Une des forces inouïes de ce mouvement, c'est d'arriver à rester unitaire en se protégeant de la zizanie politicienne habituelle. J'ai peur que des gens d'extrême droite ou des gens d'extrême gauche, pour aider ce mouvement, se mettent dedans, et une fois qu'ils sont dedans, recommencent à nous infliger la zizanie en disant les gens d'extrême droite vont dire là, ces gens-là, c'est des gauchistes, il faut qu'ils s'en aillent, et puis les gens d'extrême gauche vont se mettre dans le mouvement en disant tout ça, c'est des gens d'extrême droite, il faut qu'ils s'en aillent. Et j'ai peur qu'ils sèment la zizanie, parce que ce mouvement ne peut être victorieux, ne peut changer vraiment les choses que s'il reste unitaire. Il faut comprendre que c'est comme ça que je le présente, et c'est comme ça que je le pense. Je pense qu'une société
a des décisions à prendre avec des parties d'elle-même, des parties de la population qui sont en conflit, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ont des intérêts contraires. Et des opinions différentes. Des opinions et des intérêts à défendre et des opinions différentes. Et que ces choix dans les décisions à prendre sont du niveau législatif. Ce sont des lois, règlements, traités, ce sont des décisions à prendre, on est au niveau législatif. À ce niveau-là, on se dispute et on a raison, c'est bien qu'on se dispute. Mais... Donc tu ne veux pas étouffer les discussions Pas du tout, politiques. pas du tout, j'ai besoin de ça. Mais pour l'instant, écoute, dis-moi si j'exagère, mais nous disputons au niveau législatif. Si on avait une discussion, on ne serait pas d'accord sur un point ou sur un autre, mais nous discutons dans un carcan d'impuissance. C'est-à-dire qu'on discute taille pour rien. C'est pas nous qui allons décider. C'est-à-dire que l'idée géniale là, c'est de... Constatant notre impuissance en matière législative, nous arrêtons de nous disputer au niveau législatif. De toute façon, ça sert à rien, c'est pas nous qui décidons. C'est les élus qui décident. C'est nos maîtres. Au lieu de ça, temporairement, le temps d'instituer notre puissance, nous nous concentrons sur le processus constituant populaire pour instituer une puissance populaire. Et pour ça, il faut être unis, il faut une unité populaire avec des gens de gauche, de droite, comme pendant la Résistance. Pendant la Résistance, tu avais des communistes qui étaient avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Putain, c'est la droite dure, ça. Hein. Eh ben oui, parce que quand c'est urgent, c'est urgent. Et donc, il me semble que nous devrions accepter de temporairement ne plus nous diviser comme d'habitude au niveau législatif, monter au niveau constituant pour instituer une puissance populaire, et une fois cette puissance populaire instituée, c'est-à-dire mise en place durablement, là on revient au niveau législatif et on va se disputer, on va sortir de la prison et on va aller un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, loi par loi. Si vous voulez, je dis pas que je ne veux pas. C'est vrai que les systèmes autoritaires rêvent d'une société unifiée où il y ait plus de disputes. C'est pas du tout ça que je dis. Je sais bien que nous avons des disputes, il va falloir qu'on fasse des choix qui sont pas équivalents. Je dis pas du tout que la droite et la gauche c'est pareil, mais pas du tout. C'est très 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 différent et elle ne correspond pas aux étiquettes politiciennes. Parce que ce qui dégoûte les gilets jaunes et toute la société d'ailleurs, c'est que des gens se font élire avec l'étiquette gauche et ont des politiques de droite. Alors ils ont tendance à dire la droite, la gauche, ça veut plus rien dire. Mais c'est une erreur. La gauche, la droite, ça veut dire quelque chose. Simplement. C'est cette impuissance politique qui nous empêche d'avoir les politiques que nous souhaitons. Sortons d'abord de la prison, mettons-nous ensemble à pousser cette énorme porte qui n'est pas fermée à clé, pousser la porte de la prison pour en sortir, et arrêtons de nous disputer sous prétexte que « Ah, moi, je veux bien vous aider à pousser la porte si on va à gauche. Ah ben non, je veux bien vous aider à pousser la porte si on va à droite. » Putain, arrêtez de vous disputer, on verra ce qu'on fera dehors, mais sortons de la prison. Je pense que quand tu demandes la démocratie, il y a un vrai problème qui vient tout de suite, c'est l'information. Absolument. C'est-à-dire que je pense que des citoyens qui n'ont pas accès aux informations importantes ne pourront pas prendre des bonnes décisions. Ne pourront pas prendre les bonnes décisions. Oui. C'est pour ça que, je ne veux pas entrer dans la discussion, mais c'est pour ça que l'idée d'un tirage au sort me fait un peu peur, parce que je pense qu'on a besoin d'un processus plus actif, c'est-à-dire de gens qui s'informent, qui réfléchissent, qui discutent, qui contrôlent, qui échangent. Et je voudrais donner 2-3 exemples récents qui me semblent intéressants. Aux États-Unis, moi je l'ai appris tout récemment, mais en fait ça se passe depuis des années. Aux États-Unis, il y a un syndicat de travailleurs de secteurs pauvres, c'est-à-dire la santé, le fast-food, le gardiennage, tous ces syndicats de très très bas salaire, ces secteurs de très bas salaire, qui a préparé pendant 4 ans la revendication du doublement du salaire. Les salaires sont très bas aux États-Unis. Il y a des gens qui sont des working poor, des travailleurs qui sont pauvres. Et donc, ils ont obtenu, en Californie et dans l'État de New York, le doublement du salaire de 7,5 $ à 15 $. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun média européen. Alors que pour moi, c'est une nouvelle fondamentale. Ça aurait dû être à la une. Ça aurait dû déclencher des discussions de ces fameux économistes qui nous expliquent tout exactement pourquoi ils se sont trompés, mais qu'ils avaient quand même raison. Et ça aurait dû dire, mais si c'est possible aux États-Unis, pourquoi pas en Europe, où on n'arrête pas de nous dire, vous devez vous serrer la ceinture pour que l'économie aille mieux, et après les riches vous rendront, ce qui n'arrive jamais. On a d'autres exemples, d'autres faits importants. Les gens ici ne savent pas que le salaire minimum en Grèce, c'est 580 €. Avec un coût de la vie comme ici. Donc, comment veux-tu vivre avec ça?
Et on ne parle pas de ça. On dit les Grecs, ils ont exagéré. Non, pas les Grecs. Les banquiers, les richards qui ne payent pas d'impôts, mais c'est les pauvres qui payent la facture. Et on a cette idée de la résistance par le référendum. Quand on cherche bien dans l'info, on trouve des exemples. Par exemple, en Suède, où il y a énormément d'attaques contre les hôpitaux, les services publics, etc., dans une province, on voulait fermer un hôpital et les gens auraient dû se déplacer à 1 heure. Le premier hôpital aurait été à 1 heure. Donc, évidemment, en cas de crise cardiaque, tu étais mort avant. Et ils se sont battus dans cette ville. Pendant 3 ans, ils ont occupé l'hôpital. Ils ont finalement organisé un référendum. 80% a dit on veut garder l'hôpital et ils ont gagné. Je donne ces exemples parce que, à mon avis, personne n'en a rien vu dans nos médias et à la télé. Alors que ce sont des exemples pratiques. Oui. Ce sont des choses dont on a besoin pour connaître la situation, pour avoir des exemples de confiance. Pour savoir ce qu'on veut. C'est un petit appel que je voudrais lancer à Investi Action, qui n'est pas une organisation de lutte, qui est qu'un média. On a besoin que des gens nous envoient aussi des nouvelles comme ça, aussi des bonnes nouvelles et des cas de résistance, parce que je pense que, et c'est un peu la conclusion que je crois qu'on va prendre avant de te donner la parole en dernier, je crois que la démocratie est non souhaitée, parce qu'évidemment, s'il y a la démocratie, la majorité des gens vont être pour la justice sociale et pour le partage équitable des richesses, et c'est ça qui fout la trouille. Mais donc, je crois que ça passe par une énorme bataille pour l'information. Absolument. Et je voudrais te demander, de conclure là, comment tu penses que cette bataille peut progresser demain? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Sur ce point, en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, la presque totalité des journaux a été achetée par 9 milliardaires. C'est une catastrophe absolue. Ça permet à ces richards d'intoxiquer l'opinion. Et dans ce contexte où les journaux appartiennent aux riches, le RIC est dangereux. Parce que les journaux sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. C'est pourquoi, dans le texte sur lequel les Gilets jaunes travaillent, il y a un alinéa dédié exclusivement aux médias. Donc, pour que le référendum d'initiative populaire fonctionne, il faut qu'il y ait une période entre la proposition, donc l'initiative, et le référendum. Il faut qu'il y ait au moins 6 mois, il faut qu'il y ait des débats, sauf peut-être dans les cas où il n'y a pas besoin de débat parce qu'on connaît le sujet depuis longtemps. Mais en général, il faut une longue période pour éclairer l'opinion par la mise en scène des conflits, par le spectacle des controverses entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, pour que le peuple les citoyens puissent voir les arguments en action, en controverse, pour éclairer leur opinion, et au bout d'une longue période, il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que nous soyons le plus nombreux possible à avoir vu ces controverses, nous puissions opiner, donc donner notre opinion en conscience et correctement par rapport à l'intérêt général. Et donc pas de décision sans information véritable. Et alors justement, pendant cette période de débat contradictoire éclairant l'opinion, il est très important d'avoir des médias qui soient indépendants et libres, indépendants des riches. Or, aujourd'hui, on a des médias qui sont asservis, achetés par les riches. Donc, il y a un alinéa, que je vous invite à lire, dans la proposition sur laquelle on travaille, qui consiste à dire, je te l'ai dit de mémoire, tous les médias dans notre pays qui s'appelle la France, France ça veut dire libre, hein, dans notre pays, tous les médias appartiennent à leurs journalistes et à leurs employés. Point. Autrement dit, aucune personne physique ou morale, parce que les personnes morales, c'est les entreprises, en fait, ce ne sont ni personnes ni morales, enfin, toutes les personnes physiques ou morales, aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est impossible. C'est interdit dans la Constitution. Et, troisième phrase, les médias, les actuels propriétaires de médias doivent aujourd'hui céder gratuitement à leurs journalistes et employés le média en question. Et la Chambre des référendums va s'occuper des modalités, éventuellement des indemnités s'il le faut. C'est essentiel qu'en même temps que nous instituions notre puissance politique, nous instituions aussi la qualité de l'information. Quand je dis les médias, il y a entre parenthèses, qu'est-ce que c'est les médias? C'est les journaux, les télés, les radios, ok. Mais c'est aussi les instituts de sondage, les agences de presse, et les instituts statistiques. C'est-à-dire tout ce qui produit l'information qui va nous permettre d'avoir une opinion éclairée.
Donc, et ça, il faut l'écrire. Et c'est pas long, ça prend 4 lignes. Hein, et il faut y réfléchir. Peut-être que Schwartz a exagéré, on va peut-être l'amender, le modifier, d'accord. Mais c'est un chantier. Il suffit pas de dire, nous voulons être à l'initiative des lois qui nous semblent importantes et nous voulons les voter nous-mêmes, c'est déjà essentiel. Nous voulons instituer tout ça nous-mêmes, c'est déjà essentiel. Mais là-dedans, il faut absolument inclure une règle, un nettoyage des écuries d'Augias en matière de médias. Il y a aucune raison de laisser à des Richard la possibilité d'acheter les médias. Rien. C'est totalement contraire à l'intérêt général, c'est contraire au bien commun. Il n'y a pas de raison. Il y aurait une autre façon de protéger les journalistes, c'est de les protéger comme nous protégeons nos juges. Nos juges, tu sais que nos juges sont payés, c'est nous, les citoyens, qui payons les juges. Nous avons besoin de juges indépendants. C'est le même problème, médias et juges. Nous avons besoin de juges indépendants. Et nous ne voulons pas que ce soit les riches qui payent les juges. Donc nous les payons, nous, pour qu'ils ne soient pas achetés par les riches. Et on les paye, on les forme, il y a l'école, et on les protège contre les influences de l'État. L'exécutif, le législatif ne peuvent en aucun cas aller mettre leur nez dans les décisions qui sont prises par les juges. C'est pareil pour les journalistes. Nous devrions protéger nos journalistes comme nous protégeons nos juges. C'est une autre façon d'en faire un service public avec une indépendance, avec une possibilité de diversité d'opinion qui serait protégée par l'État. Voilà, je pense, une proposition révolutionnaire qui il ne tient qu'à nous d'écrire. Qui nous ouvrira, à mon avis, un autre débat sur l'information qu'on pourra tenir, qui ne fera pas que des amis dans le monde des médias, mais bon, ça... Mais les journalistes devraient être très intéressés par ça. Je vois l'heure qui tourne énormément. Je vais encore passer une ou deux petites images très sympas qui vont apporter un peu d'humour dans toutes ces choses dramatiques et qui vont en même temps donner, je crois, une note d'espoir, avec une première ici que je lis. « Désolé pour le dérangement, nous essayons de changer le monde ». Et puis, cette belle phrase aussi de Victor Hugo, « Aucune armée ne peut arrêter une idée lorsque le temps est venu ». Et sans doute ce message d'espoir en forme de clin d'œil, « Merde, ça risque de durer, ils forment des apprentis ». Les gamins en gilet jaune. Voilà, je pense que ça a été extrêmement stimulant d'avoir Étienne avec nous. Il a encore énormément à dire. Ça, je peux vous garantir qu'on va encore causer toute l'après-midi sur tout ça. On va recevoir Jean. On va recevoir Nous avons ici, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, voici une adresse où Étienne reçoit les remarques, les critiques, les objections. Il est débordé, il vous répondra pas tout de suite, mais il le lit, ça je peux garantir. Oui. C'est votre intérêt et vos questions. Ici, vous avez l'adresse michel-midi@aviation.net pour nous écrire. Je vous recommande de vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant de toutes nos informations. Et pour terminer cela en douceur, mais en même temps dans une note d'espoir et une chanson que j'ai trouvée très très belle. Émouvante. Je vous laisse terminer avec la chanson des gueux en hommage aux gilets jaunes. Les gueux, c'était dans l'histoire les gens qui n'avaient que des guenilles, qui n'avaient plus rien pour s'habiller. Et effectivement, être pauvre, ce n'est pas une raison pour avoir honte, mais une raison pour être en colère et changer le monde. Je vous remercie, je remercie Étienne. À bientôt. Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux. Les gueux, ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux, ils luttaient contre la misère. Il était plus question de se taire. Ils ne demandaient pas le paradis, juste être compris. Dans leurs gilets jaunes fripés, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux. Les gueux, le soir ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage, ils voulaient plus baisser les yeux. Les gueux, y a jamais eu autant de personnes
pour réclamer que démissionnent tous ces politiciens véreux, dégueux, dans leurs gilets jaunes fripés, portant la France des oubliés. Enfin on les voyait un peu, les gueux. Ensemble ils chantaient des chansons, tout y passait bourgeois patron, le refrain Macron démission, à plein poumon. Ils veulent plus de BFM TV, de tous ces médias enchaînés, qui sèment la peur, la division. C'est leur mission, dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux, les deux. T'aurais pu, si t'étais malin, calmer la colère et la faim de ceux qu'avance le ventre creux, les gueux. Mais tu es tellement méprisant, tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà, en pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là au pas.